bienvenue sur le podcast des éditions Anacaona. Les éditions Anacaona sont une maison d'édition spécialisée dans la littérature et les essais, écrits majoritairement par des femmes, par des brésiliennes et des afrodescendantes. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pensée décoloniale, de Brésil, de féminisme et d'antiracisme. Et j'en profiterai pour lire des extraits des livres. Bonne écoute! Alors, nous allons aujourd'hui parler de Conceição Evaristo et plus précisément de son livre Poncia Vicêncio. Certains lecteurs-lectrices connaissent peut-être ce court roman que nous avions sorti il y a plusieurs années sous le titre « L'histoire de Poncia ». Mais le livre était épuisé et je me suis dit que c'était l'occasion de le republier avec une nouvelle couverture et une magnifique illustration de Camila Dias. Et avec un nouveau titre qui est cette fois identique à la version originale, Poncia Vicêncio. Alors, Conceição Evaristo, laissez-moi vous la présenter très rapidement. Donc, elle est née en 1946 à Belo Horizonte, qui est la capitale du Minas Gerais, et c'est l'une des voix les plus importantes de la littérature afro-brésilienne contemporaine. Elle débute dans les années 1990 en publiant dans la collection Cadernos Negros, fondée par un collectif d'écrivaines noirs à São Paulo, qui a été rebaptisée ensuite Quilombo Hoje. Et son œuvre traverse plusieurs genres, poésie, fiction et essai. Elle est titulaire d'un master en lettres et d'un doctorat en littérature comparée, et elle est aujourd'hui l'une des autrices les plus lues et respectées au Brésil. Alors aux éditions Anacaona, nous avons publié 3 de ses œuvres, donc Banzo, Mémoire de la Favela, Insoumise et Poncia Vicêncio, dont la 2e édition vient donc de paraître en librairie. Alors aujourd'hui, pour parler de Poncia Vicêncio, j'ai invité Véronique Bonnet, qui est maître de conférence à l'université Sorbonne Paris-Nord depuis 1999 et qui est titulaire d'un doctorat en littérature francophone. Sa thèse portait sur les questions liées à l'exil et à la quête d'appartenance dans les littératures des petites Antilles anglophones et francophones. Elle a également été professeure invitée à l'Université de São Paulo, à la FFLCH en 2017, ce qui en fait une interlocutrice idéale pour parler des ponts entre les littératures caribéennes et afro-brésiliennes. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, Véronique. Merci, Paola. Et bienvenue. Alors, je vais essayer d'expliquer comment j'ai découvert Conceição Evaristo et son livre Poncia Vicêncio, et plus globalement la littérature afro-brésilienne. Alors, tout d'abord, je me rends régulièrement au Brésil depuis la fin des années 2000, et ma porte d'entrée dans cet immense pays a été la ville de Juiz de Fora, dans l'état du Minas Gerais. Et c'est justement dans cet état, dans la ville de Belo Horizonte, qu'est né Conceição Evaristo. C'est une amie, Jovita Noronha, qui était alors professeure à l'Université fédérale de Juiz de Fora, qui m'a permis de découvrir cette autrice. Et toutes deux avaient étudié ensemble, notamment au doctorat. Elles étaient très proches. Son œuvre n'était alors pas traduite en français. Une autre amie, Luana Antunes, aujourd'hui professeure à l'Unilab dans le Ceará, m'a aussi introduite dans cet univers des intellectuelles afro-brésiliennes. Alors j'ai découvert progressivement l'œuvre de Conceição Evaristo par petites touches, en parlant avec des amis, des étudiants, des étudiantes. J'ai lu des extraits de ses textes en portugais, et puis j'ai lu en version intégrale Insoumise, dans la traduction qu'en a faite Paola. C'est un recueil de textes qui m'a marqué. Chaque chapitre est centré sur la rencontre entre la narratrice et une femme. Le tissage des voix de ces femmes, l'empathie et le sens de l'écoute qui caractérisent celles qui recueillent l'histoire de leur vie forment une trame à la fois individuelle et collective, une histoire de résistance et d'espoir. Histoire de résistance et d'espoir qui est celle des femmes qui sortent du silence et fabriquent la parole et qui répondent sans doute à la question que pose Gayatri Spivak: les subalternes peuvent-elles parler ? Eh bien oui, là, elles parlent. Oui, on peut dire effectivement que Conceição a été ma porte d'entrée vers la littérature afro-brésilienne qui m'intéressait forcément puisque, comme tu l'as dit, Paola, je travaille depuis de nombreuses années sur les littératures caribéennes. C'était à la fois semblable et différent. Et cela me permettait de comprendre différemment le Brésil et la littérature, d'établir une pensée véritablement transatlantique.
je sentais aussi que quelque chose était en train de se passer au Brésil. À l'époque, dans les années 2010, les études transatlantiques étaient essentiellement centrées sur les États-Unis. Et je voudrais aussi ajouter que toujours grâce à des étudiants et des étudiantes, j'ai lu Quarto de Despejo, Diario de uma favelada de Carolina Maria de Jesus, qui est un texte plus ancien, publié en 1960 et qui est traduit en français sous le titre Le Dépotoir. Et puis j'ai lu des extraits, parce que c'est un très gros livre, de Ana Maria Gonçalves, Un defeito de cor. J'ai lu Terra fertile de la poétesse Jennifer Nascimento ou encore l'historienne Beatriz Nascimento. Alors, en parallèle de ses romans et poèmes, Conceição Evaristo a développé dans ses textes critiques le concept d'écrivie, escrevivencia, un concept dont aujourd'hui un très grand nombre d'artistes noirs, chanteuses, écrivaines, artistes plasticiennes, se réclament. Pour faire bref, l'écrivie surgit d'une pratique littéraire où l'autrice est noire, féminine et pauvre. Une pratique dans laquelle l'agent, le sujet de l'action, assume sa pratique, sa pensée, sa réflexion, pas seulement comme un exercice isolé, mais traversé par des groupes, par une collectivité. Comment expliquerais-tu ce concept à un public français ? Et penses-tu que ce concept ouvre de nouvelles perspectives d'interprétation pour les œuvres de fiction de Conceição Evaristo, notamment Poncia Vicêncio ? Alors, Paola, je trouve ce terme tout à fait juste. Et d'ailleurs, dans la préface d'Insoumise, Conceição Evaristo dit « J'affirme qu'en racontant ces histoires, je poursuis l'acte prémédité de tracer un écrivit. Si je devais l'utiliser, j'adopterais sans doute la définition que tu en as donnée. Deux mots importants sont reliés par un trait d'union, le mot écrit et le mot vie. Et tout est peut-être dans le trait d'union. Comment relie-t-on sa vie à l'écrit quand on est une femme noire et pauvre dans le contexte social et politique brésilien où le racisme est virulent, où il tue chaque jour, où la réussite sociale des populations noires est sans cesse entravée. Tout d'abord, l'écrit n'est pas donné d'avance. Il doit être conquis, ce qui signifie une sortie de l'oralité, qui peut être aussi une forme de deuil, car les cultures populaires afro-brésiliennes sont avant tout orales et musicales. Le congado, le samba, le candomblé et le carnaval. Ce qui signifie l'entrée dans un espace forcément élitiste, qui n'a pas été formaté à l'origine pour recevoir les pratiques littéraires de sujets subalternisés. Mais qu'on le veuille ou non, cette prise d'écriture transforme cet espace. Deuxième point qui me paraît important, le sujet se relie systématiquement à un groupe, à une collectivité. Sa voix porte celle des autres, est traversée par celle des autres, ne pourrait pas et ne souhaite pas exister de façon individuelle, ou peut-être devrais-je dire individualiste. Il est possible de déceler dans ce terme, aujourd'hui très utilisé au Brésil, l'écho d'une phrase d'Aimé Césaire dans le cahier d'un retour au pays natal. « Je serai la voix de ceux qui n'ont pas de voix », en rajoutant celle, car le créateur de la négritude n'a pas forcément été très attentif aux voix des femmes. Mais plus largement, c'est aussi le mot « vie » qui retient mon attention. L'écriture comme affirmation de la vie, de la dignité du sujet, de son agency. Ce mot résonne aussi dans cette affirmation que l'on a entendue dans le monde entier, Black Lives Matter, après l'assassinat de George Floyd aux États-Unis en 2020. Alors, on revient tout de suite après une petite pause musicale. Lá pro poço do pesqueiro.
rapproche Conceição Evaristo d'Aimé Césaire, d'Édouard Glissant, de Patrick Chamoiseau, de Maryse Condé et d'autres auteurs et autrices caribéens-caribéennes. Partages-tu ce rapprochement, Véronique ? Comment le vois-tu concrètement dans Poncia Vicêncio ? Et plus largement dans la pratique d'écriture et l'œuvre d'Evaristo ? Pour reprendre l'escrivivencia dont on parlait tout à l'heure, penses-tu que les auteurs et autrices caribéennes pratiquent l'escrivivencia ? Oui, il faut bien sûr rapprocher l'œuvre de Conceição Evaristo de celle de plusieurs écrivains et écrivaines caribéens, tout en tenant compte bien sûr des spécificités des contextes d'apparition, de développement et de diffusion de leurs œuvres. Dans la Caraïbe, par exemple, il faut déjà distinguer Haïti, indépendante depuis 1804, de la Guadeloupe et de la Martinique, qui sont des collectivités territoriales depuis 2015 et qui étaient jusqu'alors des départements d'outre-mer. Il faudrait aussi, pour être précis, comparer les différents champs littéraires, étudier la trajectoire intellectuelle des écrivains, leur formation, leur réception, envisager précisément leur poétique. Alors pour répondre à ta question, je dirais que le premier rapprochement qui s'impose à moi est avec le Martiniquais Joseph Zobel, auteur de La Rue Cazenègre, roman autobiographique et roman d'apprentissage publié dans les années 50 et qui est désormais un classique de la littérature caribéenne. Pourquoi cette comparaison ? Tout d'abord parce qu'il est possible que Conceição Evaristo ait lu La Rue Cazenègre. Il me semble que ce texte trouve de nombreux échos dans son roman Poncia Vicêncio. Dans la traduction que tu en as faite, tu traduis As casas das terras dos negros par l'expression rue Cazenègre. Et cela me paraît bien choisi, puisque c'est toi, la traductrice, qui va établir ce lien, et ce lien fait sens, ou peut faire sens pour le lecteur francophone. D'ailleurs, Conceição décrit un univers très semblable à celui de Joseph Zobel, un monde marqué au fer rouge par la mémoire de l'esclavage. Par exemple, on peut le voir dans cet extrait. Pour un regard étranger, les maisons de la rue Cazenègre pouvaient donner l'apparence d'être semblables. Sols de terre battus, lisses et glissants. Murs en torchis et toits de chaume. Les lits des adultes et des enfants étaient faits de sommiers que les hommes, parfois les femmes, fabriquaient avec des branches d'arbres entrelacées et serrées par des lianes. Autre comparaison possible, et qui est un signe de l'extrême pauvreté des habitants, leurs corps sont vêtus de haillons. De nombreuses descriptions des conditions de vie se font écho. L'école, le départ de la cellule familiale, les obstacles rencontrés qu'il faut surmonter, l'amertume qui en résulte, la mélancolie chez Zobel, la saudade chez Conceição, l'importance des femmes, le combat contre la misère qu'elles mènent sans relâche. La liste serait longue. Il faudrait aussi problématiser les différences. L'univers décrit est celui d'une domination des corps et des âmes soumis à la toute-puissance du maître qui règne de façon omniprésente. Il existe bel et bien une chaîne sémantique et mémorielle qui relie ces deux mondes romanesques. Et puis, il faut insister sur le fait que Conceição a lu les écrivains et penseurs caribéens, principalement les Antillais. Elle a bien sûr lu Fanon, et elle le dit elle-même, puisque, comme tu le sais, l'œuvre de Fanon circule beaucoup au Brésil depuis les années 70. Elle a participé au séminaire de la regrettée Eurydice Figueiredo. Les œuvres de Glissant, de Chamoiseau, de Condé ou encore de Simone Schwarzbart ont probablement jalonné sa carrière de lectrice. Le bidonville de Patrick Chamoiseau dans Texaco fait bien sûr signe aux favelas des œuvres de Conceição. Il me semble également que l'on pourrait établir des comparaisons fécondes entre l'œuvre de Conceição Evaristo et celle de Simone Schwarzbart, Maryse Condé et Gisèle Pineau. Je pense à Pluie et vent sur Stellum et Miracle de Schwarzbart et à la figure de Reine sans nom, ou encore au récit Victoire, les saveurs et les mots de Maryse Condé, qui relate la vie de sa grand-mère cuisinière. Je pense aussi à Mes quatre femmes de Gisèle Pineau. Il faut souligner l'importance de ces lignées féminines dans l'œuvre de toutes ces écrivaines. Il faut se souvenir également que Conceição Evaristo a préfacé la publication de la traduction en portugais du Brésil de Moi, Tituba, sorcière noire de Salem de Maryse Condé. Le fait que le champ littéraire caribéen bénéficiait déjà d'un ample développement et d'une réception dynamique quand Conceição Evaristo a commencé à publier ses textes
a sans doute favorisé l'émergence de son écriture. Du moins, c'est une hypothèse. Elle y répondrait sans doute mieux que moi. Et puis, comme tu le sais, la francophonie littéraire au Brésil y est très dynamique. Les écrivains caribéens sont présents dans les festivals. Ils sont invités à participer à des séminaires. Et tout ça, ça favorise en fait un contact, une mise en relation. Je voudrais juste ajouter aussi qu'on pourrait également la rapprocher d'une autre écrivaine qui est rwandaise, elle, qui est Scholastique Mukasonga. Et les deux femmes se sont rencontrées et ont tissé un dialogue et se sont enrichies l'une de l'autre. Et ça me paraît aussi vraiment intéressant, au-delà des Caraïbes, d'aller voir un petit peu du côté aussi de l'Afrique. Alors, ta dernière question, est-ce que les écrivains et écrivaines caribéens contemporains pratiquent l'escrivivencia, est sans doute plus complexe. Je n'en suis pas certaine, puisque cette notion relève avant tout de l'intersectionnalité. L'autrice, selon la définition, doit être noire, féminine et pauvre. Mais je pense à une écrivaine qui a été redécouverte récemment, c'est Françoise Ega, auteur de Lettres à une noire, récemment republié. Je crois qu'il a d'ailleurs été traduit en portugais, enfin il faudrait le vérifier. Et Françoise Ega s'est volontairement fait employer comme domestique dans des familles de la bourgeoisie marseillaise. Pourquoi elle s'est fait employer ? Parce qu'en fait, elle voulait voir de l'intérieur la façon dont une femme noire domestique dans cet univers bourgeois était traitée. Et elle avait besoin aussi d'argent, bien sûr. Alors, elle va relater cette condition ancillaire dans les années 1960 et elle met en exergue le caractère esclavagiste de cette condition. Elle insiste sur ces relents esclavagistes qui traversent la société française d'alors. Et elle s'adresse d'ailleurs à la brésilienne Carolina Maria de Jesus que j'ai évoquée précédemment. Alors bien sûr, il reste plein de pistes à explorer et beaucoup de voies à relier. Alors, donc, je vais vous lire l'extrait du chapitre 11. Quand le train ralentit puis s'arrêta sur le quai, Poncia Vicêncio serra contre sa poitrine le baluchon qu'elle avait porté sur ses genoux durant tout le voyage. Elle se leva, inquiète, et jeta un regard désespéré au loin, cherchant quelqu'un. Elle ne rencontra aucun visage familier et ressentit une profonde tristesse. Elle savait bien pourtant que personne ne l'attendait. Elle n'était jamais venue en ville, elle n'y connaissait personne, et elle avait laissé tous ses parents derrière elle. Aucun d'entre eux n'avait osé une telle aventure. La nuit commença à tomber, et Poncia ne sut où aller. D'un pas rapide, elle sortit de la gare. Elle craignit de flancher si elle se retournait. Alors, elle regarda droit devant. Une imposante cathédrale, toute lumière dehors, attendait ses fidèles au bout de l'avenue. Son horloge était énorme, et de loin, Poncia lut l'heure. 6 heures. Poncia avait 19 ans et était encore capable de se rassurer toute seule. Elle marcha d'un pas ferme, droit devant, et s'arrêta sur les marches de l'église. À l'intérieur, Poncia Vicêncio fut frappée par l'apparence des statues. Les saints avaient l'air si réels. Ils étaient aussi grands que des humains, étaient propres et peignés, comme s'ils sortaient du bain. Ils devaient être plus puissants que ceux de la petite chapelle du village où elle était née, qui étaient chétifs et mal habillés, comme tout le monde. Quand la lumière des cierges les éclairait, on voyait leurs regards abattus, désespérés, comme les pécheurs qui récitaient les litanies devant eux. Ce n'était pas les cas des saints de cette cathédrale, si calme. Poncia regarda les fidèles autour d'elle. Ils allaient de pair avec les saints, propres, un rosaire brillant entre leurs mains. Elle se souvint du sien, en l'honneur des larmes de douleur de la Sainte Vierge Marie. D'un geste rapide, elle ôta de son cou les grains obscurs et protecteurs de son corps. Elle n'osa pas égrener son chapelet en public et l'enfonça tout au fond de son baluchon. Elle s'agenouilla en essayant de réciter le « Je vous salue Marie ». Le cœur enthousiaste de Poncia lui prédisait des succès futurs dans sa vie de jeune fille. Elle était partie avec sa foi pour tout bagage et avait affronté le voyage pendant 3 jours et 3 nuits. Malgré l'inconfort, la faim, le gâteau de maïs achevé dès le premier jour, le café clair gardé dans une petite bouteille, les morceaux de pain de sucre qu'elle léchait à peine pour les faire durer jusqu'à la fin, Poncia Vicêncio avait en elle l'espoir, son seul billet. Elle tracerait son destin, oui. Poncia laissa sa mère triste et seule. Quand la jeune fille lui fit part de sa décision imprévue de partir, celle-ci, abattue, évoqua la saudade qui l'envahirait. Elle l'avertit de ce que serait la vie en ville. Poncia tenta de la consoler en lui disant qu'elle reviendrait un jour les chercher, elle et son frère, et qu'ensemble ils seraient heureux.
Poncia Vicenzio ne comprenait pas pourquoi les habitants du village avaient si peur de la ville. Certains étaient partis et y vivaient bien. Cependant, il ne se souvenait que des histoires malheureuses, des échecs. Il racontait tout le temps l'histoire de Maria Pille. La jeune fille avait attrapé une maladie avec le fils du patron. C'était un garçon mauvais, il lui avait parlé d'amour. Il voulait, elle voulait. Personne n'avait besoin d'être au courant, encore moins ses parents, patrons de Maria Pille. Ils avaient fait cela là, dans le réduit qui lui servait de chambre, derrière la cuisine. Et petit Raimondo, lui, il avait été trompé par ses amis. Croyant en eux et séduit par l'argent, il vendait tout ce qu'il lui apportait. Il ramena même des choses chez lui à la campagne, que des jolies choses. Des carrés de tissu, des trousseaux pour les jeunes filles, des vêtements, des montres, des sacs, et même une radio. On apprit plus tard que les amis de petit Raimondo s'étaient enfuis et que ce dernier avait été emprisonné. Il y avait aussi toutes ces histoires de villageois qui avaient quitté leur terre pour la ville et s'étaient fait détrousser dès leur descente du train. Ayant perdu le peu qu'ils avaient, ils se mettaient à mendier dans la gare. D'autres n'arrivaient pas à trouver de travail, ou alors gagnaient si peu que cela ne leur suffisait pas à survivre. La vie devenait pire qu'à la campagne. Poncia connaissait de nombreux exemples tristes où rien n'avait marché. Elle essaya de se souvenir d'une histoire au dénouement heureux. Mais elle n'en trouva pas. Elle essaya encore, mais elle ne s'en souvint d'aucune. Elle ne perdit pas courage. Il leur rebattait tant et tellement les oreilles de ces tristes exemples qu'elle ne se souvenait plus que de cela. Mais cela n'avait pas d'importance. Quand elle reviendrait chercher les siens, son histoire serait de celles qui ont une fin heureuse. Alors, quels sont selon toi les thèmes essentiels de Poncia Vicenzio ? Alors, Poncia Vicenzio, je l'ai dit, est un roman d'apprentissage, et un roman d'apprentissage au féminin, dans lequel, j'insiste, la mémoire de l'esclavage est sans cesse réactivée. Comme un spectre, cette mémoire hante les personnages, façonne chacun de leurs gestes. Le dur apprentissage de la vie est celui d'une femme noire et pauvre qui vit dans le Sertão, dans l'ancienne habitation du maître, au sein d'une population descendante d'esclaves. Les habitants ont été spoliés de leurs terres, puisqu'à l'issue d'une opération frauduleuse, une espèce de tour de passe-passe, leurs terres retournent aux mains du blanc. C'est à partir de cette dépossession historique qui se rejoue sans cesse qu'il leur faut reconstruire leur vie. Je dirais aussi que la question de la filiation, de la généalogie est également centrale, tout comme celle de la dispersion et du rêve de retour au lieu de l'origine. Je m'explique. Ce qui me paraît important dans ce roman, c'est le départ pour la ville, et tu nous en as lu un extrait. Cette ville, elle exerce à la fois une attraction et une sorte aussi de répulsion chez les personnages, puisque plusieurs personnages partent à la ville, personnages de la famille de Poncia qui quittent le lieu de leur naissance pour tenter leur chance dans cette ville, avec bien sûr l'espoir d'améliorer leur situation. Mais en fait, ils se dispersent. Ils ne parviennent pas à se retrouver. Ils partent à la recherche les uns des autres et essaient de se trouver, mais en fait, il y a des obstacles qui se dressent entre eux, comme s'ils rejouaient sans cesse le drame de la mise en esclavage, le drame sans doute aussi de l'arrachement à l'Afrique ancestrale. Et puis Poncia, je crois que c'est aussi l'histoire d'un trouble dans le genre, comme dirait Judith Butler. L'héroïne tente d'échapper à la pesanteur et à la raideur de sa condition féminine. Elle fait preuve d'une certaine ambivalence, puisqu'elle craint de devenir un homme, mais il semble aussi qu'elle le souhaite. Il y a tout ce jeu, en fait, sur les identités qu'il faudra analyser plus profondément et qui me semble intéressant. Sa relation avec les hommes, alors d'abord son mariage est un échec. Elle épouse un homme violent, abîmé par la vie, qui la maltraite. Mais il ne s'agit pas pour autant d'un règlement de compte envers les hommes. Les hommes sont aussi héritiers de cette histoire de l'esclavage qui les a en quelque sorte dépossédés de la construction positive de leur masculinité, si je pourrais dire. Et je cite un passage, je cite une citation. « La vie des hommes, dit l'auteur, était aussi difficile que celle des femmes. » J'ajouterais que la question de l'héritage est capitale dans le récit. Il ne s'agit pas d'un héritage matériel qui n'existe pas, il s'agit évidemment d'un héritage immatériel, spirituel. La spiritualité est très forte.
L'héroïne est l'héritière directe de son grand-père, un homme qui s'est dressé contre l'esclavage, qui a tenté de se suicider et qui a entraîné dans la mort des membres de sa famille. Poncia lutte contre cette fatalité. Elle lutte aussi contre la folie, aussi, quelque part. Et puis le fil rouge de ce roman réside dans ces figurines d'argile qui reviennent sans cesse. Figurines que Poncia et sa mère fabriquent de leurs mains. Poncia sculpte une figurine à l'image de son grand-père. En ce sens, elle va donner une seconde vie à cet homme. Elle va le faire accéder à une forme de postérité. La mention de ces poupées rythme le roman. Il s'agit de les retrouver car elles contiennent un souffle de vie et de mémoire. Elles sont sans doute garantes de la cohésion de la communauté. Elles gardent aussi une part de mystère et pourquoi pas sont peut-être une métaphore de la création littéraire. Bon super, merci beaucoup Véronique, je te remercie infiniment pour cette analyse que tu nous as faite de Poncia Vicencio. Merci beaucoup Paola de m'avoir donné la parole et alors il faut lire Poncia Vicencio, il faut lire les œuvres de Conceição Evaristo que tu as publiées dans ta maison d'édition et il faut pleurer et rire avec Poncia. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, merci de nous avoir écoutés. Alors c'est le moment de passer le chapeau. D'abord, vous pouvez laisser une évaluation, ça compte vraiment pour être visible sur les plateformes. Et ensuite, si ces livres vous plaisent, ne vous gênez pas pour les acheter, les offrir ou tout simplement en parler autour de vous. C'est la meilleure façon de contribuer à mon travail militant. Vous pouvez trouver nos livres dans les librairies militantes et sur le site anacaona.fr pour vous approvisionner directement à la source. Justement, sur le site anacaona.fr, vous avez la possibilité de vous inscrire à notre infolettre. Pas de panique, j'en envoie pas beaucoup. Juste pour vous informer des nouveautés et des rencontres. Car nous essayons quelques fois par an de faire venir nos auteurs, nos autrices du Brésil, ce qui est toujours l'occasion de rencontres super enrichissantes. Vous pouvez d'ailleurs en retrouver certaines en vidéo, là encore sur le site. Bref, que ce soit par l'intermédiaire du podcast, des livres ou de nos rencontres, je vous dis à bientôt. Un abraço.